Salut à tous. Alors aujourd'hui, on a un invité très spécial qui va nous accompagner. Aujourd'hui, c'est François. Je vais le présenter. Comment ça va, François? Salut Antoine, ça va super, merci. Et toi? Ça va très bien. On est bien ici au Brésil. Toi, tu es revenu en France. Tu t'es venu me voir aussi il y a pas longtemps. Tu as fait un petit périple au Brésil. Et maintenant, tu as un peu de soleil aussi en France. C'est le printemps qui revient. C'était super sympa de t'avoir rencontré au Brésil en espérant pouvoir se voir à nouveau. Exact, ouais, ben, je suis très content de t'avoir rencontré en effet en personne. C'était pas évident vu que je t'avais d'abord, je t'avais fait signe sur YouTube depuis la France et puis voilà, au cours de mon voyage au Brésil, en effet, je suis passé par Sao Paulo et on a pu se rencontrer. Entre-temps, j'ai fait un grand tour dans tout le Brésil et puis je suis revenu et là, je suis dans le sud-ouest. Et donc, ce qui nous relie aujourd'hui, et ce qui va nous relier dans le futur, et ce qui nous intéresse tous les deux, c'est Olavo de Carvalho. Donc, on va en parler un petit peu. Moi, je suis sur l'écriture d'un Bien. livre cours de philosophie, où je présente justement son cours de philosophie qui est pratique. Donc, on va en parler aussi dans ce live. Et toi, tu es un connaisseur aussi d'Olavo de Carvalho, donc tu l'as découvert aussi, et tu as depuis quelques années déjà, et tu as une vision à présenter de lui qui serait très intéressante à faire partager. Moi, j'avais expliqué déjà dans d'autres vidéos que les francophones ne connaissent pas Olavo du Carvalho, c'est difficile de trouver des livres. Tu peux témoigner là-dessus, hein. Moi, je le lis en portugais. Toi aussi, tu les lis en portugais, mais c'est difficile à trouver. Oui, bah, malheureusement, moi j'ai découvert Olavo de Carvalho sur, enfin, j'en dirai un mot tout à l'heure, hein. Mais donc sur YouTube, en portugais du Brésil, évidemment, les vidéos, enfin j'ai lu un bouquin de Carvalho en portugais, hein, mais moi c'est surtout les vidéos, là j'en ai regardé, là j'ai regardé des centaines d'heures de conférences sur YouTube, mais en effet tout est en portugais et il n'existe pas de traduction de Carvalho en français, donc on attend avec impatience ton ouvrage introductif à son œuvre, voilà, qui sera une première en langue française, et on espère que ce ne sera pas le dernier, voilà, et puis peut-être qu'un jour on aura aussi une traduction de ses livres à lui, on espère. Alors, on va dans cette vidéo présenter ce qui fait l'originalité de Olavo du Carvalho, justement montrer que c'est pour moi, et je suis sûr aussi pour François, un des philosophes les plus pointus, un des philosophes les plus instruits, qui a le plus de culture, de connaissance des autres philosophes, une analyse, un croisement des analyses des différents philosophes. Il a une analyse croisée qui est vraiment très intéressante et qui est pratique, comme je le disais. Donc, on va aborder ces différents points. Il est connu au niveau médiatique comme s'il était le gourou de Bolsonaro. Donc, je vais introduire un petit peu là-dessus. Mais souvent, les médias mainstream le présentent comme le gourou de Bolsonaro. Donc, c'est la façon dont il a été présenté parce il a apporté énormément de connaissances pour critiquer le marxisme culturel. On reviendra sur ce point-là. Ce qui faisait que dans les écoles, dans les universités, en fait, les étudiants étaient socialisés sans s'en rendre compte. Et lui a justement dénoncé ce fait d'idéologiser, de mettre une idéologie dans la tête des gens, voilà, parlant portugais si on oublie les mots. Et donc, il a critiqué ce fait de plaquer une idéologie sur les étudiants et il a combattu fortement ce marxisme culturel. À la base, ce qui est très intéressant pour le changement de perspective qu'il a eu, Olavo de Carvalho, c'est que c'était un marxiste, c'était un communiste, et donc il explique ce qui l'a fait changer au niveau philosophique, et donc quelle forme de pensée il a dû questionner. Et sur ce point-là, c'est très intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est important de démocratiser les écrits de Olavo de Carvalho. Cette vidéo permet justement de Absolument. partager cela. Et donc, voilà, je vais à nouveau expliquer et puis je vais donner la parole à François. Donc, il a été connu par Bolsonaro qui, dans une live, dans une vidéo, Bolsonaro avait un livre d'Olavo de Carvalho sur sa table. Et donc, Bolsonaro a été associé à Olavo de Carvalho, mais ils se sont rencontrés peu de fois, hein, seulement deux, trois fois, comme l'a dit Olavo de Carvalho dans ses vidéos.
Mais Olavo de Carvalho a combattu les communistes qui sont désormais déguisés en socialistes. Il a continué jusqu'à sa mort de les combattre. Et donc, dans ce combat de long terme, euh, bien sûr, Olavo de Carvalho s'inscrit dans la même ligne que Bolsonaro, hein, de critique du marxisme culturel. Et donc, sur ce point-là, il a participé, oui, à l'élection de Bolsonaro, mais pas directement au niveau de la critique, justement, de cette folie communiste qui est aujourd'hui déguisée en socialisme. Donc voilà, je pourrais revenir un petit peu plus en détail, mais c'est simplement voilà. Comme il y a énormément de choses à dire, je ne vais pas faire une introduction plus longue. Je vais laisser aussi François introduire à sa façon, de la façon dont il a envie. Donc vas-y François. Ok, merci Antoine. Oui, oui, ben, bonne introduction, bon point de départ. Bon, mais d'abord, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par dire pourquoi on s'intéresse à ce monsieur. On va rappeler qu'il est décédé l'année dernière, hein, voilà. Paix à son âme, voilà, un grand esprit voilà, qui nous a quittés récemment. Mais donc, on parle d'un philosophe vraiment contemporain, hein, donc qui a œuvré énormément voilà, dans les années récentes, puisqu'il a été, bon, je pense qu'il a été un peu connu quand même à travers la presse au Brésil déjà depuis quelques décennies, mais il a vraiment gagné, je pense, en audience, mais tu me diras si tu en sais plus sur le sujet, quand même sur la période, je dirais fin des années 90, hein, j'ai l'impression. Et donc les années de 2000, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, on s'intéresse à Olavo de Carvalho, bon, parce que c'est quelqu'un qui a eu une influence considérable dans le mouvement conservateur au Brésil et qui a sans doute contribué à l'élection de Bolsonaro, notamment en refondant voire en créant un peu le mouvement conservateur au Brésil tel qu'il existe aujourd'hui, et notamment en donnant une colonne vertébrale intellectuelle à la droite brésilienne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'œuvre de Carvalho, si on devait la résumer, c'est ça. Et donc... Alors, Oui. sachant que il avait un cours justement Voilà, j'allais y venir. de philosophie, et donc ce cours a formé des milliers d'étudiants. Donc, il a transformé la haute culture brésilienne en, en apportant ses idées donc contre le marxisme culturel, avec énormément d'élèves qui ont été formés. Et donc, c'est sur ce point qu'il a développé l'idéologie des conservateurs au Brésil, qui est toute jeune. Mais par contre, dans l'âme, les Brésiliens ont toujours été conservateurs, bien sûr, je pense comme tous les peuples du monde. Euh, donc voilà. Voilà, donc en effet, j'allais venir au thème du séminaire, hein. Donc, si on veut, Carvalho, donc il y a une sensibilité conservatrice au Brésil du fait que le pays est resté chrétien, voilà, ce qui fait une grande différence avec un pays comme la France. Bon, c'est sans doute pas que ça, mais je pense que c'est quand même un élément fondamental. Et Carvalho, en fait, a créé un mouvement conservateur, voilà, structuré et avec une idéologie cohérente, et en faisant énormément de pédagogie à travers son séminaire de philosophie que connaît bien Antoine, hein, qui a entrepris déjà d'en traduire le sommaire, ce qui est déjà un premier point intéressant pour qu'on connaisse aussi, nous Français, le contenu du séminaire qui est hyper impressionnant et fascinant. Et donc, il a fait une œuvre de pédagogue extraordinaire donc en proposant donc, une lecture de toute l'histoire de la philosophie, et à travers l'histoire de la philosophie, évidemment une histoire du monde, et avec et en tissant des liens, ben voilà, comme disait Antoine, hein, entre la philosophie et des sujets politiques. Donc, en proposant une critique de l'histoire des idées, en même temps une philosophie, et qui aboutit à une conception politique voilà, sur le monde contemporain et surtout sur le Brésil d'aujourd'hui, et qui est donc au final une œuvre de combat. Je dirais que c'est vraiment une philosophie de combat, c'est un réarmement intellectuel de la droite qui est, et ça bon, j'en parlerai abondamment, hein, qui est à un niveau intellectuel qui n'a pas de... Il y a rien de comparable, voilà, en France, hein, voilà, malheureusement, et dans d'autres pays occidentaux non plus, hein. Donc ça, moi, j'insisterai énormément là-dessus. Non seulement l'œuvre de Carvalho est intéressante en tant qu'œuvre de combat intellectuel,
Mais en France aussi, on a des intellectuels de combat, mais on n'a personne, et à beaucoup, beaucoup, beaucoup près, de cette envergure intellectuelle. C'est pour ça que c'est intéressant et que moi, j'en suis venu à me tourner vers le Brésil et même à y aller en personne physiquement. Et tout ça était parti de cette découverte de l'œuvre de ce monsieur, Olavo de Carvalho, parce qu'on a affaire à un immense, immense intellectuel, un immense philosophe, comme il n'y en a plus voilà, aujourd'hui dans notre pays, malheureusement. Alors c'est un domaine croisé, hein, il croise énormément de domaines. C'est vrai que en même temps c'est un système éducatif, c'est une pratique de l'interdisciplinarité, c'est une sorte d'ascèse spirituelle, c'est aussi une méthode de développement de l'intelligence personnelle. Donc ça couvre énormément de domaines, mais ils sont liés. C'est une seule et même chose. Bah, c'est surtout un philosophe. Hein, voilà, moi, il y a deux mots que j'aime bien et qui lui vont très bien à Carvalho. C'est un intellectuel au sens plein du terme. Ah, là, c'est un autodidacte aussi, on peut le rappeler. Hein. C'est pas quelqu'un qui est passé par un cursus tellement universitaire. Il a énormément appris par lui-même. Parce que c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui a lu voilà, dans son coin et qui a ratissé toute l'histoire de la philosophie, on va le voir. C'est quelqu'un qui connaît vraiment toute l'histoire de la philosophie, des Grecs, en passant par les médiévaux, toute la pensée moderne, dans toutes les grandes langues de philosophie, et jusqu'à aujourd'hui, il connaît très bien la pensée contemporaine aussi. Et tout ça dans son coin. Et puis, c'est pas que la philosophie, évidemment, quand on s'intéresse à la philosophie, on s'intéresse à tout, donc il s'intéresse à tout un tas d'autres domaines, mais donc voilà, donc intellectuel, autodidacte, et fondamentalement un philosophe. Donc un philosophe, c'est quelqu'un qui a avant tout l'amour du savoir et qui aspire à la vérité. Et quand on commence à avancer sur le chemin de la vérité, ça conduit à prendre souvent des positions fortes, des positions sur ce qui se passe dans le monde de la cité, dans la politique. Et c'est typiquement le cas de Carvalho, hein, mais à l'image des Grecs anciens. Voilà, on voit que j'ai mis un buste de Platon comme avatar. Bon, à l'image de Platon, Carvalho est un philosophe qui fait de la politique, mais c'est dans l'ordre des choses. Depuis le départ, depuis les années 1980-90, hein, ses premiers livres, il a été contre la tyrannie collective. Il s'est toujours inscrit contre la tyrannie collective. Et là-dessus, c'est un point aussi que je décris, moi, dans mon introduction du livre de cours de philosophie, hein, qu'il est pour l'autonomie de conscience, un examen de conscience, un questionnement à faire. Et donc, il donne les bases dans son cours de philosophie pour arriver à questionner euh, le, le collectif. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle L'imbécile collectif, et ça a toujours été sa ligne directive dans toute sa vie de questionner la bêtise collective et donc de s'en différencier, de faire attention à ne pas suivre le troupeau dans le précipice. Donc voilà, pour une introduction générale, je pense qu'on a fait le point. Quelque chose à rajouter, François? Oui, beaucoup de choses à rajouter, mais en effet, donc Carvalho est un penseur, je pense qu'on peut dire individualiste, hein. Donc alors ça, c'est un penseur anticommuniste, hein. Je crois qu'on peut dire que c'est vraiment son cheval de bataille, c'est le fer de lance de toute sa pensée, c'est vraiment la lutte contre le communisme. Alors il faut peut-être faire une parenthèse explicative pour nos amis français. Bon, en France, on a l'impression que le communisme est une menace lointaine, quelque chose qui a été mis en œuvre dans certains pays en Europe de l'Est et ailleurs dans le monde, mais qu'en France, on n'a pas l'impression d'être menacé aujourd'hui par le communisme. Or, c'est le cas, hein, mais c'est vrai que souvent, nous, on l'appelle le gauchisme. Ben, en fait, on verra que sous la plume d'Olavo de Carvalho et dans ses propos, s'il n'y a pas de différence à faire, enfin, lui, il appelle tout ça communisme, en fait, puisque le gauchisme, c'est un communisme, hein, finalement. Disons que le logiciel intellectuel du gauchisme, c'est le post-marxisme, dont on reparlera, et ce post-marxisme, Carvalho explique, il a bien raison, qu'il poursuit le même projet communiste que le communisme marxiste des origines, le marxisme-léninisme, mais par d'autres moyens. Voilà. Donc, quand il dénonce le communisme, il faut comprendre qu'il dénonce tout ce qu'aujourd'hui en France on appelle le gauchisme, donc le wokisme, le LGBT et compagnie, ça en fait partie. Ça, c'est un point très important, et ça, c'est un Ouais. point très important parce que il y a eu déjà une tentative d'instauration de dictature communiste, communisme au Brésil. Moi, j'ai un chapitre dans mon livre sur Bolsonaro, Mythe et mensonge, qui s'appelle le communisme terroriste
sanguinaire, c'était vraiment du terrorisme, hein, avec des attentats à la bombe. Et ça, c'est le parti de Lula, hein. Donc, avec des soldats cubains qui étaient envoyés des centaines et des centaines par bateau pour, avec les narcotrafiquants, essayer d'avoir une zone euh, qui dominerait à la fois le trafic et qui serait une zone indépendante, un peu comme avec les FARC en Colombie. Donc il y a eu une véritable tentative d'instauration d'une dictature communiste au Brésil, ça c'est vrai. Mais ce dont on va parler, ce dont parle maintenant Olavo du Carvalho, c'est bien évidemment ce marxisme culturel et le fait que les communistes qui à l'époque mettaient des bombes pour tuer des civils sont aujourd'hui déguisés en socialistes, et ce sont les mêmes. Et donc le marxisme a évolué vers une lutte Ouais, idéologique et absolument, infiltrée. C'est une infiltration qui s'est passée. Donc on va absolument. expliquer au niveau Et philosophique ce qui s'est passé. voilà, mais ça, on en parlera plus tard. Mais absolument, hein, c'est un point fondamental. Mais on va essayer de garder notre fil rouge et essayer d'approfondir un petit peu sur le parcours d'Olavo de Carvalho, si tu es d'accord, Antoine. Tout à fait, oui, oui. Si tu veux poursuivre là-dessus, François, vas-y. Euh, alors, enfin oui, mais en tout cas, merci pour ces précisions sur le côté, parce que là, je pense qu'il y a une différence entre l'Amérique latine et le Brésil Oui, et, c'est et- justement, la et dernière la fois, j'avais fait France. une Ouais, vidéo, ouais, j'avais fait une vidéo la dernière fois, justement, où c'était Mike Borowski sur Géopolitique Profonde qui disait ouais, que c'est comme si Robert Hue, par exemple, prenait une région en otage et disait maintenant, voilà, la région de la Provence-Côte d'Azur est communiste, avec des groupes armés, voilà, un petit peu, ouais, ouais, ça, on n'a pas encore vécu ça. voilà, Mais donc voilà. oui, faut comprendre que voilà, en Amérique latine, il y a eu vraiment des régimes communistes hein, qui ont existé. Et avant, il y a Cuba, voilà, qui l'est toujours officiellement. Il y avait l'histoire du Venezuela, etc. Et donc, il y a vraiment eu une menace de révolution communiste à une époque au Brésil. Et donc, c'est aussi le mouvement conservateur brésilien est un sursaut et une réaction à ça. Mais chez nous, ça ne se passe pas de la même façon. Et nous alors même si on voit aujourd'hui, ils sont justement en train de faire des démonstrations de force, mais que les syndicats de gauche, etc., sont toujours bien là. Mais c'est vrai que nous, la menace communiste, elle passe plutôt par le gauchisme, l'infiltration, le gramscisme, etc. Mais on va en parler dans un deuxième temps. Donc maintenant, je te propose, Antoine, qu'on retrace un petit peu le parcours intellectuel et personnel d'Olavo de Carvalho pour comprendre un petit peu à qui on a affaire. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que j'y vais? Non, tu peux y aller, François, vas-y. Ok, alors je pense que c'est important de faire ce petit point biographique. Bon, c'est pas tellement parler de sa vie, c'est plutôt de parler de grandes étapes de sa vie qui permettent de comprendre un petit peu le profil intellectuel du personnage. Voilà. Donc, puisqu'il a divers champs d'intérêt, dont parmi les champs majeurs, on peut dire, c'est la métaphysique et là où les religions d'un côté, et de l'autre côté, la politique. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé par être sympathisant communiste, voire militant communiste hein, dans sa jeunesse, adhérent peut-être au Parti communiste du Brésil. Tu me diras si je me trompe, Antoine. Oui, oui, il a même participé à des réunions avec José Dirceu, qui est toujours resté communiste. Il a participé activement dans des milices communistes. Oui. Ouais, voilà, ouais. Et donc, il a une formation intellectuelle de marxiste extrêmement approfondie. Hein. Bon, c'est le cas de pas mal d'intellectuels aussi français qui, entre-temps, ont viré leur cutille. Je pense bon, à Alain Soral, hein, qui est quelqu'un de respectable, mais c'est pas du tout le même niveau intellectuel que la voix de Carvalho. Mais il a ce point commun qu'il a une formation marxiste. Bon, Carvalho connaît extrêmement bien l'œuvre de Marx et les classiques du marxisme du fait de son passage par voilà, le communisme. Donc, oui, je dis Marx, mais c'est aussi toute la pensée marxiste, hein, Engels, etc., Gödel, Lukács, et après, bien sûr, l'école de Francfort et compagnie. Donc, ça, c'est un plan. Ensuite, c'est quelqu'un qui a un itinéraire spirituel complexe. Donc, on peut dire que dans sa jeunesse relative, en tout cas à une époque reculée de sa vie par rapport à aujourd'hui, si on considère qu'il est mort l'an dernier, il avait, je crois, 80 ans et quelques.
Il a été membre d'une tariqa soufie, c'est-à-dire d'une confrérie soufie. Pourquoi? Je suppose, d'après ce que j'avais compris, que d'abord, il a d'abord développé un intérêt pour ce qu'on appelle la philosophia perennis. Euh, c'est la conception des religions à travers l'ésotérisme qu'ont développé notamment René Guénon et Friedhof Schuon. Bon, Carvalho était très très versé là-dedans, il connaît très bien l'œuvre de René Guénon, qui est très impressionnante, mais qui, à mon avis, est bourrée d'erreurs sur le plan voilà, spirituel, religieux. Évidemment, tout ça, c'est sujet à débat. En tout cas, Carvalho est un guénonien, on peut dire, de formation aussi. Un autre élément important de sa formation intellectuelle après Marx, René Guénon. Et donc, je pense qu'à travers son intérêt pour Guénon, l'ésotérisme, etc., il en est venu, il s'est intéressé à l'initiation et il a été initié dans une confrérie, donc soufie. Donc, le soufisme est une branche dite mystique de l'islam en fait, qu'il faudra appeler plutôt initiatique ou gnostique, et qui pratique l'initiation voilà, de façon similaire aux loges maçonniques, si on veut, pour le côté initiation. Voilà. Ensuite, il a un parcours très long et compliqué. C'est quelqu'un qui a été énormément versé dans l'astrologie. Moi, je pense qu'il faut quand même le mentionner. Vous voyez que si vous jetez un œil, et je vous invite à le faire, à l'article Wikipédia sur Olavo de Carvalho en français, qui est évidemment un article à charge, hein, donc extrêmement hostile. Mais il y a quand même des choses qui sont factuelles, qui sont mentionnées dans cet article, et notamment le fait c'était un astrologue. Hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, je pense, a été extrêmement versé dans l'astrologie, qui connaissait très bien ces choses-là, et qui l'ont conduit. Donc après, il s'est détourné de l'astrologie plus tard dans sa vie quand il s'est converti au catholicisme, qui est une étape décisive aussi, majeure même, sur la fin de son parcours. Mais je pense qu'il a gardé quelque chose de ce passage par l'astrologie dans son intérêt pour la cosmologie et la critique de la cosmologie contemporaine. Voilà, on en parlera peut-être. Donc voilà, ésotérisme, astrologie, et puis donc, bon, par ailleurs, il a ratissé tous les champs, enfin toute l'histoire de la philosophie. Et quand je dis ratisser, c'est que c'est pas des connaissances superficielles. Quand on l'écoute, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît très bien les auteurs dont il parle. Il a d'ailleurs écrit des livres, des monographies consacrées par exemple à Platon, une à Platon, l'autre à Aristote. Il a écrit également un livre sur Machiavel. C'est quelqu'un, ce qui est étonnant, c'est que c'est quelqu'un qui connaît très bien la pensée du Moyen-Âge. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel parce que y a pas, enfin, j'ai pas en tête de philosophe contemporain qui pense avec les médiévaux. On va avoir des universitaires qui connaissent. Non, il y en a très peu déjà, mais il y en a quand même. Je pense à Rémi Brague, par exemple, qui est une grande figure intellectuelle en France. Mais c'est un historien de la philosophie et qui, bon, je ne sais pas si on peut dire qu'il pense vraiment avec les philosophes médiévaux. Bon, Carvalho intègre la pensée des médiévaux à sa réflexion sur les enjeux d'aujourd'hui et sur les questions philosophiques en général. Donc ça, c'est un point tout à fait étonnant et remarquable et qui rend justice en fait à cette période considérable de l'histoire de la pensée occidentale, donc qui dure 1000 ans, rien que ça, où il y a eu des sommets de la pensée et tout l'enseignement universitaire français, mais pas seulement, je pense que c'est le cas dans tout le monde occidental, dans toutes les universités du monde occidental, si ce n'est du monde tout court. On fait comme si cette parenthèse-là, enfin comme s'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, on laisse ça à quelques spécialistes, ça n'est quasiment pas enseigné, ça n'est en tout cas en France pas relayé dans l'enseignement secondaire, ou vraiment à la marge, un peu de Saint-Augustin. Saint Thomas seulement quand on parle de Descartes. Bon, là, on a affaire à quelqu'un avec Carvalho qui connaît vraiment les débats du Moyen-Âge, etc., et qui est capable de les intégrer dans sa pensée pour critiquer la pensée moderne, puisqu'on va voir que c'est ça aussi le cœur de son apport philosophique. Ou je dirais, enfin, je sais même pas si c'est un apport, mais enfin, en tout cas, c'est le regard qu'il porte sur l'histoire de la philosophie est, à mon avis, le bon, en dehors du fait de savoir si ce qu'il dit, lui, à titre personnel, est intéressant. Il porte un regard sur l'histoire de la philosophie qui est, à mon avis, le bon et qui est de critiquer la pensée moderne sur la base, enfin, d'une bonne connaissance, notamment des antiques et des médiévaux. Bon.
Voilà, donc sur l'itinéraire de Carvalho, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, il y a tout ça. Et puis donc sur la pensée moderne, oui, il y a la pensée scientifique aussi, quand on s'intéresse à la philosophie, qu'on recherche la vérité, il y a rien qui échappe à ce qui est l'objet de son intérêt et de son investigation. Et donc, d'ailleurs, la distinction entre science et philosophie est très douteuse, très questionnable, et elle est propre au monde moderne. Autrefois, tous les champs de la connaissance étaient intégrés. Et donc Carvalho est un critique de la science moderne, on en reparlera, en même temps que de la philosophie moderne, mais c'est logique, hein, puisqu'il a compris, à mon avis, comment tout ça s'agençait. Quand il attaque aussi bien la philosophie moderne que la science moderne, donc c'est quelqu'un qui est versé dans l'histoire des sciences aussi depuis leur apparition au XVIe, XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et il critique tous les grands théoriciens scientifiques, enfin les plus connus en tout cas. On y reviendra. Voilà. Et donc sur la pensée moderne, voilà, pour faire vite, hein, c'est quelqu'un qui connaît très bien notamment la pensée française, il y a une francophilie, quelqu'un qui connaît très bien la pensée allemande, aussi la pensée anglaise, la pensée italienne, notamment avec Benedetto Croce qui cite beaucoup, et la pensée de la péninsule ibérique qui est très mal connue en France, et notamment avec l'histoire de la scolastique tardive. On a l'occasion d'en parler, en tout cas c'est captivant. Moi, il a réussi à m'intéresser à cette histoire de scolastique tardive dans la péninsule ibérique, des choses qui sont très très mal connues, c'est des auteurs qui écrivent en latin après le Moyen-Âge, donc 15e, 16e, etc. Et voilà, c'est quelqu'un qui connaît aussi ces choses-là qui sont très ignorées en France. Mais j'arrête de parler. Vas-y, Antoine, à toi la parole. Oui, il y a énormément de choses sur lesquelles on pourrait revenir, hein. C'est vrai que sur sa capacité de comparer, que ce soit saint Thomas d'Aquin, de revenir ensuite sur la critique de l'idéalisme rationaliste de Descartes, critiquer ensuite Kant avec son subjectivisme radical, d'expliquer pourquoi les théories scientifiques modernes sont faussées, camouflent en fait la réalité et ne peuvent pas reconstituer l'objet. Donc on peut, euh, on peut rentrer là-dessus plus en détail. Ça, en fait, ça explique que le sens de la réalité a été perdu. Et là, c'est vraiment très important pour tous les conservateurs, mais pas seulement pour les conservateurs, pour tous ceux qui se posent des questions sur pourquoi une idéologie occidentale est devenue folle et que cette idéologie-là, depuis des centaines d'années, euh, a été poussée par différents auteurs et donc il l'analyse en profondeur depuis donc l'époque du Moyen Âge et même avant, hein, comme l'a dit François, il reprend les bases de Socrate. Et donc moi, dans le cours de philosophie, je reprends aussi ces points-là en analysant quelles ont été les bases de Socrate, repartir sur des bases saines, donc les bases saines de Socrate sur le sens de la réalité, sur les perceptions, sur comment penser, la conscience, énormément de questions qui sont pratiques en fait. Donc, au niveau du Carvalho, il, c'est intéressant de le remettre à jour aujourd'hui, même plus que le remettre à jour, de le présenter parce qu'il n'a pas été présenté, je pense, aux francophones. Donc voilà l'objectif de notre vidéo. On en fera d'autres en rentrant sur différents points plus précis. Peut-être qu'on peut rentrer justement dans un point plus précis, Euh, justement pour aller un petit peu plus en profondeur, François, par exemple, sur Pas tout de la suite, pas tout de critique. suite. Ouais, pas Ok. tout de suite. Ouais. Non, il y a des choses encore que je voudrais dire en introduction, que je ne voudrais pas avoir oublié de dire, hein, parce que c'est d'abord pour présenter le personnage et que les gens perçoivent un petit peu l'ampleur de ses connaissances et de ses champs d'investigation. Aussi pour que les gens comprennent que Carvalho est avant tout quelqu'un qui est là pour nous instruire. C'est un professeur, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui transmet le savoir et l'envie de connaître et l'envie de comprendre. Et sur la base de la compréhension qui résulte de son investigation, il est amené à prendre des positions très tranchées et de mener des combats voilà, très, très vifs
à mener des polémiques très, très acerbes, très dures sur tout un tas de penseurs et de courants intellectuels et politiques, etc. Mais c'est avant tout, voilà, quelqu'un dont le domaine de compétence, c'est la connaissance et la connaissance de l'histoire de la pensée, notamment. Donc, je voudrais encore mentionner ces trois champs de connaissances sur lesquels Carvalho a a des grandes compétences et sur lesquels il enseigne et il transmet. C'est l'histoire de la littérature et la littérature tout court. Alors ça, il faudrait faire une émission entière dessus. Un jour, on a le temps de plancher un peu. Je crois que ça t'intéresse aussi, Antoine. Mais Tout à fait. Carvalho, ce qu'il dit sur la littérature, c'est vraiment passionnant. C'est original et je pense que c'est aussi lié peut-être aussi au regard qu'il a à travers. Donc il est passé par toute une phase ésotérique, on aura compris, hein, même s'il a fini par revenir à la foi catholique et à se détourner de ces choses-là, mais il a gardé une sorte d'acuité pour les symboles et donc dans la portée symbolique des choses, des signes, etc. Et dans la façon dont il lit la littérature, je pense qu'elle est intéressante aussi, voilà, parce qu'il perçoit ce que ça a à dire, voilà, en termes de symboles, comment est-ce qu'on peut voilà, percevoir des messages gigantesques à travers des histoires qu'on pourrait aussi lire au premier degré. Bon, j'ai un peu vité, je dis. Mais en tout cas, je voudrais dire que c'est quelqu'un qui a une connaissance de la littérature qui est immense, et il dit même dans une de ses vidéos qu'il a commencé par s'intéresser aux lettres avant de s'intéresser à la philosophie. Et il a lu énormément de romans, et je voudrais juste dire rapidement, on en parlera peut-être un autre jour, qu'il s'est intéressé à un auteur autrichien et émigré au Brésil et qui a écrit une œuvre monumentale en portugais qui s'appelle Histoire de la littérature occidentale. Ce monsieur s'appelle Otto Maria Carpo. Et donc c'est c'est une synthèse de toute la littérature du monde occidental, donc un truc gigantesque. Et Carvalho a cherché à faire connaître, et je crois même à éditer ce texte. Enfin, ça c'est pour son intérêt sur la littérature. Donc on passe un peu vite là-dessus pour aujourd'hui, on y reviendra peut-être. Autre champ encore, je voudrais juste en mentionner deux, et après on va pouvoir passer à notre premier point d'investigation avec Antoine. C'est quoi déjà Oui, donc la théologie. Donc Carvalho, donc, il s'est d'abord intéressé à ce qu'on peut appeler la science des religions ou les religions comparées. Donc il a des connaissances aussi beaucoup à travers René Guénon, hein, mais sur les religions orientales, hein, donc la métaphysique ou la métaphysique comparée. Donc l'islam bien sûr, l'hindouisme, le bouddhisme, et puis donc le christianisme et les différentes branches du christianisme. Mais bon, il est aujourd'hui, enfin il est mort catholique, à la fin de sa vie il était catholique, et il a beaucoup potassé la théologie catholique, donc il connaît aussi toute l'histoire de la pensée catholique, et notamment avec une expertise, je crois, sur l'histoire des textes, comment on appelle ça déjà, des encycliques pontificales. Voilà. Ça, c'est partie de ces domaines de prédilection. Et le dernier que je voulais mentionner, sur lequel on développera peut-être pas aujourd'hui, mais qui est important aussi pour comprendre son apport, je dirais, à l'idéologie du mouvement bolsonariste aujourd'hui. Il a un intérêt pour la théorie économique et avec une prédilection pour l'ultralibéralisme, et notamment l'école de Vienne, voilà, avec les deux grandes figures que sont Ludwig von Mises et Friedrich Hayek. Ça, c'est des gens qui citent très souvent, notamment Ludwig von Mises, L'action humaine, voilà, c'est un de ses livres de chevet, semble-t-il. Bon, et ça, c'est très, je crois, important dans l'idéologie du mouvement bolsonariste aujourd'hui. Et moi, c'est quelque chose, personnellement, qui me pose plutôt question, puisqu'on peut trouver que ça s'allie mal avec le conservatisme. En tout cas, c'est pas un conservatisme pur et dur, c'est plutôt un libéral conservatisme. Voilà. Donc, le conservatisme sur le plan des mœurs, et des idées, mais libérales sur le plan économique, voire ultralibérales. Voilà. Là, il faudrait revenir sur la définition de libéral, et Charles Gave a vraiment fait une bonne explication de ce que c'est. C'est vrai que c'est mal compris aujourd'hui. On peut faire une association aujourd'hui avec Javier Milei, qui est un politicien d'Argentine qui est plutôt anarcho-capitaliste, et puis qui s'est rapproché de Bolsonaro récemment et qui commence à avoir des thèmes conservateurs qui sont relayés de plus en plus. Et au niveau de la politique de Bolsonaro, on a par exemple des baisses d'impôts avec en même temps
en même temps de ces baisses d'impôts, une augmentation des, des impôts qui sont faits par d'autres entreprises, c'est-à-dire que en même temps que les impôts baissent, il y a certaines entreprises qui avant ne déclaraient pas commencent à déclarer, et donc on a en fait une augmentation des revenus de l'État. Donc on a des phénomènes qui sont intéressants à expliquer. Et le ministre aussi de l'économie parle au Guedes, mais là on part sur un autre sujet. C'est vrai qu'on Ouais, pourrait parce développer que aussi ce carte point-là sur économique, le libéralisme. Oui, tout à ouais. fait. En Alors, tout cas, voilà, ouais, pour moi, j'ai dit ce que je voulais dire sur la présentation du parcours de Carvalho, même si j'ai peut-être oublié des choses. Pour moi, je peux m'en tenir là pour aujourd'hui. Si tu veux compléter, Antoine, n'hésite pas. Sinon, on peut attaquer avec le premier point. très bien, non, on peut attaquer le premier point, mais on peut y aller. Alors, si on est d'accord, c'était critique du marxisme et du post-marxisme. Tout à fait. Ouais. J'y vais. Oui, oui, on peut y aller. Donc voilà, donc on a décidé avec Antoine de commencer à rentrer dans l'œuvre de Carvalho par ce biais-là, parce que tout simplement c'est ce qui est au cœur de sa pensée, je dirais, de son discours. En tout cas, si vous avez la chance de comprendre le portugais ou au moins l'espagnol, car je rappelle que quand j'ai découvert Carvalho, je connaissais pas un mot de portugais, mais à partir de l'espagnol et du français, j'ai constaté que je comprenais quand même 70 et 80% de ce qu'il racontait. Et encore, c'est quelqu'un qui articule très peu. Euh, Et qui dit beaucoup de gros mots aussi. il dit beaucoup de gros mots, qui articule, qui parle dans sa barbe, etc. Alors que des gens qui parlent plus clairement, je les comprends bien mieux, 100% maintenant, entre-temps. Euh, mais donc, j'ai constaté que, donc, si vous regardez ces vidéos, les extraits de son séminaire qui se trouvent en ligne, notamment pour, tiens, je le mentionne, il y a les chaînes qui s'appellent chaîne YouTube Daniel Mota et la chaîne YouTube Clayton Submente. Vous trouverez des tas d'extraits des conférences de Carvalho là-dessus. Et ben donc, si vous regardez ces vidéos, vous verrez que c'est quelqu'un qui passe son temps à jongler, à passer d'un sujet à l'autre. C'est pas du coq à l'âne, c'est plutôt il tisse des liens, un propos ou un développement l'amène à changer je dirais, de registre ou de champ de connaissances. Par exemple, il parle, j'en sais rien, par exemple, il a fait un long développement sur l'histoire de l'éducation au Moyen-Âge. Tiens, question d'ailleurs passionnante et décisive à, à confronter avec la pratique de l'éducation aujourd'hui. Bon, il va faire un long développement là-dessus, et puis hop, il va switcher, et il va partir sur Marx et voilà, la critique du marxisme, et peut-être après il va enchaîner sur le KGB, etc. Donc ça, c'est typique du style aussi d'enseignement de Carvalho. Hein, tant qu'il a des connaissances dans tout un tas de domaines, et il tisse des liens, il passe d'un domaine à l'autre comme ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, voilà. Et donc, à force d'écouter les conférences, on voit que bon, il parle de plein de choses et en connaissant très bien ces sujets, mais il y a des choses qui reviennent très souvent. Et dans les choses qui reviennent très souvent, il y a René Guénon, et puis il y a Marx et le post-marxisme, c'est-à-dire tous les successeurs de Marx. Et évidemment, quand il en parle, c'est toujours pour les dégommer, pour les dézinguer. Donc, allons-y, donc pour la critique du marxisme. Donc, comme je disais, c'est d'abord quelqu'un qui connaît l'œuvre de Marx de l'intérieur très très bien, mais aussi tout ce qui tourne autour et tout ce qui est prérequis pour comprendre Marx. Donc, je rappelle de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, ce qui nourrit l'œuvre de Marx, c'est notamment en philosophie, il va y avoir le matérialisme, puisque Marx a fait sa thèse sur Démocrite, et Carvalho est quelqu'un qui connaît bien ces choses-là. Il fait aussi, je crois, un rapprochement entre Marx et Épicure, qui est aussi un philosophe matérialiste de l'Antiquité. Et il y a bien sûr l'idéalisme avec Hegel. Et Carvalho connaît très bien Hegel, il en parle aussi et souvent pour montrer en quoi cette philosophie est une escroquerie. Et donc, il va attaquer l'œuvre de Marx, soit en la resituant donc, dans son histoire intellectuelle. Bon, et puis, donc, autre source de l'œuvre de Marx, c'est bien sûr la pensée économique anglaise, en particulier, avec Smith et particulièrement Ricardo. Donc, Carvalho peut attaquer aussi le marxisme sur l'angle de la pensée économique. Mais je dirais que quand il attaque le marxisme, en fait, ce qu'il attaque le plus souvent, alors c'est soit c'est le post-marxisme. Je pense qu'en fait, on va pas faire un cours là, Oui, etc. oui, c'est vrai.
sur l'œuvre de Marx, hein, vous pourrez vous Sur le renseigner. marxisme culturel, c'est plutôt le marxisme Voilà, on va culturel plutôt qui assez vite m'intéresse. aller sur le marxisme culturel, déjà expliquer de quoi il s'agit. Et puis je dis juste une petite parenthèse, hein, il attaque aussi le marxisme des fois sur un angle, on va dire, plus historique ou géopolitique. Donc historique, par exemple, il s'intéresse beaucoup à l'histoire de la Russie soviétique. Donc il va aussi attaquer le marxisme donc, dans ses manifestations concrètes, par exemple en Russie soviétique. Il parle notamment abondamment de l'influence du KGB dans l'histoire du monde au XXe siècle, et qui continuerait à œuvrer aujourd'hui, enfin, qui aurait des successeurs, etc. Donc voilà, ça peut être des réflexions d'ordre historique ou géopolitique, hein, donc l'influence du communisme et donc du marxisme dans le monde d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il tisse encore son réseau, par exemple, avec les partis communistes, hein, qui existent dans le monde entier. Il y a des partis communistes dans le monde entier. Bon, il rappelle des choses comme ça. Et ça, c'est pas des analyses proprement philosophiques. Donc, mais le gros de sa critique du marxisme, c'est donc à travers la critique du post-marxisme. Et donc, on va rappeler de quoi il s'agit. Donc, je distinguerai ici deux chapitres ou deux grandes période. Enfin, il y a un auteur, hein, dont parle abondamment Carvalho, qui est Antonio Gramsci, d'une part, et d'autre part, il y a l'école de Francfort, dont les fondateurs sont Adorno et Horkheimer, et qui ont une figure tutélaire, qui n'est pas fondateur de l'école de Francfort, mais qui est la figure tutélaire de l'école de Francfort quand même, qui est Walter Benjamin. Donc, alors ça fait beaucoup de choses, hein. Je vais essayer d'être synthétique et de poser quelques idées. Il y a certainement des auditeurs qui sont familiers de ces choses-là, d'autres peut-être moins. Donc sur Gramsci, je vais dire quelques mots sur le seul ouvrage pour l'instant de Carvalho que j'ai lu en entier, que je suis coltiné. Je l'ai lu en portugais, j'étais agréablement surpris de voir que j'arrivais quand même à comprendre assez bien sans avoir besoin trop du dictionnaire. C'est un ouvrage passionnant et on aimerait l'avoir en français. Pour l'instant, il n'existe qu'en C'est la portugais. nouvelle ère de la révolution culturelle, c'est ça? Exact. A nova era et a revolução cultural. Oui, on dirait le New Age, en fait, ou le Nouvel Âge. Voilà, le Nouvel Âge et la révolution culturelle. Donc, quelques mots sur cet ouvrage. Donc, dans cet ouvrage, il dit qu'il y a deux grands courants qui pourrissent, en fait, ou qui exercent une influence néfaste sur la société brésilienne contemporaine. C'est le New Age, qui est un mouvement spirituel, ou on pourrait dire spiritualiste. Et ça, je pense que les gens voient quand même de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est une spiritualité un peu universelle, un peu confuse, sans dogme, mais très imprégnée d'Extrême-Orient. Et qui peut dériver vers des choses délirantes de type sectaire, etc. Bon, chacun se fera son idée sur ces choses-là. Il y a différents courants, évidemment, à l'intérieur du New Age, mais c'est quelque chose qui imprègne très fortement, je crois, les sociétés occidentales contemporaines. C'est très vrai pour la France d'aujourd'hui. Je crois que c'est sans doute vrai pour le Brésil aussi. Mais donc, j'insiste davantage sur l'autre point dans ce livre, qui est donc le gramscisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le gramscisme? Donc, Gramsci était donc un intellectuel communiste italien qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, j'ai plus en tête ces dates, qui a fait notamment un séjour en prison, où il a créé un journal de prison qui est très connu. Et Gramsci a théorisé cette histoire de révolution culturelle, je crois, ou en tout cas de marxisme culturel. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas un marxisme qui va jouer sur qui va tabler sur la lutte des classes pour arriver à ses fins, qui est l'instauration du communisme, c'est-à-dire l'affrontement violent dans la rue, comme la révolution bolchevique de 1917. Ça va être un marxisme qui va miser sur une infiltration de tous les champs de la culture en répandant ses idées pour imbiber la culture d'idées marxistes qui n'en ont pas l'air et petit à petit arriver à faire avancer son projet révolutionnaire. Bon, et donc l'idée, c'est que Gramsci a bien mené sa barque et qu'au final, ces idées ont gagné énormément de terrain et qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est ça, hein, c'est l'infiltration du marxisme partout. Et donc là, on pourra citer tout ce qu'on appelle aujourd'hui le wokisme, c'est ça en fait. Donc tout ce qui est LGBT, mais des choses liées à l'écologie, le féminisme, etc. Encore que j'en parlerai mieux à l'appui de l'école de Francfort de ces histoires-là.
Mais donc voilà, l'idée de Gramsci, c'est infiltrer la culture. Donc là, quand la culture, c'est toutes les idées en vogue, la façon dont on s'habille, dont on vit en société, etc. Donc, il cible ça pour le dénoncer et montrer qu'à travers tout un tas d'idéologies ou de mouvements culturels contemporains, eh ben c'est Marx et c'est le projet communiste en fait qui avance ces pions. Bon, et donc l'autre point massif concernant le post-marxisme, c'est quelque chose que je connais beaucoup mieux que Gramsci, que j'ai pas lu, c'est l'école de Francfort. Donc si tu me laisses développer un peu là-dessus, Antoine, je fais un petit point sur l'école de Francfort. Je sais qu'on dépasse déjà temporellement. On va essayer de se fixer 1 heure peut-être. Hein. Oui, je pense qu'on fera pas le deuxième point sur la critique Ouais, on peut le garder de pour la la citation. prochaine On fois. le fera pour une prochaine fois. Ouais. Ça marche, ouais. D'autant comme il y a eu une coupure, donc on a encore du temps. Okay. Donc, l'école de Francfort. Donc, l'école de Francfort, ça commence, comme je disais, il y a Walter Benjamin, c'est un auteur extrêmement compliqué, difficile à cerner, mais on va dire que c'est un intellectuel juif allemand, plutôt versé dans on va dire l'exégèse littéraire, enfin la critique littéraire, mais qui a mélangé ça avec des éléments de marxisme et des éléments de cabale juive notamment, et qui voilà, a posé quelques jalons de ce que va être ensuite la pensée de l'école de Francfort. Mais dans l'école de Francfort, pour résumer, alors je ne suis pas un expert de l'école de Francfort, mais j'en ai énormément entendu parler dans mes études. Et puis par contre, Benjamin, lui, je l'ai quand même bossé. Et c'est un auteur énormément étudié aujourd'hui dans tous les pays occidentaux, dans toutes les universités, les facs de lettres. Mais donc Adorno et Horkheimer et l'école de Francfort proprement dite. Donc il puise à 2 grandes sources que sont Marx et Freud. Voilà. Et donc, en mélangeant du marxisme avec du freudisme, eh bien, ils vont faire un micmac nauséabond qui va être à l'origine des idées de la révolution de mai 68. Et là, il y a notamment une grande figure de l'école de Francfort qui est Herbert Marcuse, l'auteur de L'homme unidimensionnel. Et donc une des idées par exemple de Marcuse, c'est dans son bouquin, il y a aussi Héros et civilisation. Voilà, Héros et civilisation. C'est l'idée que, en gros, la libération sexuelle, voilà, c'est le prélude à la libération, voilà, tout court à la libération politique. Donc il y a un lien entre l'analyse évidemment de l'oppression patriarcale, des valeurs de la civilisation bourgeoise, etc., qui réprime l'éros, et puis et puis l'oppression capitaliste d'un autre côté. Alors quand je le dis comme ça, j'ai l'air de faire un grand cours théorique, mais en fait, c'est des idées dont on est familier parce qu'elles imbibent complètement la presse et toute la culture contemporaine, la littérature, le cinéma, tout est imprégné de ça aujourd'hui, à un point qui est hallucinant. Par exemple, quand j'ai parlé Herbert Marcuse, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne voient pas qui c'est. Et parce que plus personne ne le lit, mais il n'y a pas besoin de lire un auteur comme ça, dans le sens où il a gagné sur toute la ligne. Comme je disais, toute la culture contemporaine est imprégnée de ses idées. Donc c'est l'idée. Donc ça va donner le féminisme aussi. Adorno parlait déjà de féminisme dans des bouquins des années 40. Donc l'émancipation de la femme et l'émancipation des minorités. Voilà, dans l'école de Francfort, il va y avoir cette idée que l'agent de la révolution, ça ne va plus être forcément le prolétariat organisé, mais ça va être telle et telle minorité. Voilà. Toute minorité devient un agent révolutionnaire. Donc ça peut être les femmes, ça peut être les immigrés, les travailleurs immigrés, ça va être de plus en plus les homosexuels. Bon, je ne vous fais pas un dessin. Peut-être aujourd'hui, c'est les transsexuels. Tout ce qui est minorité, voilà, va être mis en avant et considéré comme agent du progrès, en fait, et se battre pour les droits des minorités, c'est se battre pour le grand soir révolutionnaire qui va permettre de se libérer enfin de l'oppression, etc. Donc voilà, donc on a des analyses très nombreuses de Carvalho là-dessus, meilleures que les miennes, plus approfondies, voilà, avec une connaissance des textes voilà, accrus, et il fait de nombreux liens entre ça et puis Marx, Hegel, etc., aussi en retissant l'histoire de tout ce grand mouvement révolutionnaire communiste, en fait, qui n'hésite pas, et je crois qu'il a raison de l'appeler communiste, en fait, parce que quand on parle de ça, on dit wokisme, etc., mais en fait, on ne sait plus bien de quoi on parle et quel est le projet, alors que derrière tous ces mouvements gauchistes, wokistes, etc.,
mais c'est véritablement un projet de subversion communiste, et c'est-à-dire avec un État total, et qui dit État total dit État global, hein, voilà, un seul État global dans le monde entier, et un État totalitaire, bien sûr, avec abolition de la propriété, restriction des libertés à leur plus simple expression, et voilà, hein, tout sur le même plan, tous à égalité, etc. Et donc, voilà, Carvalho a aussi des analyses passionnantes sur l'histoire de la comment toutes ces idées communistes en fait imprègnent la culture, même les mœurs du quotidien, l'habillement. Je me souviens d'une conférence que j'ai trouvée géniale sur l'habillement, comment est-ce que le fait que tous les hommes se mettent à s'habiller de plus en plus tous pareil à travers la mode du jean Levi's au début, puis après, enfin, tout l'habillement en fait de l'homme occidental moyen, on va dire, est le même dans tous les pays du monde, jusqu'à une disparition en fait de tout ce qui faisait l'individualité de l'homme, son ancrage dans une réalité géographique, sociale, avec le folklore, un statut social. Voilà, autrefois il y avait l'habit du noble, du bourgeois, du curé, du paysan, etc. Tout ça a été balayé, tout le monde est habillé pareil. Et j'avais tenté une analyse que je me permets de replacer ici, comme quoi le masque, ou je ne sais plus si je la reprenais à Carvalho ou si c'était de moi, comme quoi le masque, soi-disant anti-Covid, est un peu l'aboutissement de ce processus de disparition de l'individu et d'effacement de tout ce qui fait une individualité enracinée, ancrée, existante. Avec l'effacement même du visage. Une fois qu'on a tout standardisé l'habit, on standardise même le visage, il n'y a même plus le visage qui faisait le relief de l'individu, il est balayé par le masque. Voilà. Oui, en plus de ça, ils veulent aussi enlever les différences entre les hommes et les femmes depuis Ah le plus évidemment, jeune voilà, âge. ouais. Donc, ça vient dans le même sens, oui, tout à fait. Absolument. L'homme hors sol, sans pesanteur, qui est un pur individu. Mais ça, c'est l'idéal du libéralisme politique. Hein. Facilement manipulable et rendu esclave, ouais. Ah bah, esclave complet, ouais, bien sûr. Ouais. Et au Esclave nom du mental. esclave, ouais. Et puis c'est le collectif derrière tout ça, il y a quelque chose de collectiviste. Et là, il y a des analyses aussi en lien avec la Chine. Carvalho tape massivement sur la Chine, et je crois qu'au Brésil, c'est très présent dans le camp bolsonariste, hein, dénoncer beaucoup la Chine, à juste titre sans doute, même si, à mon sens, c'est peut-être aussi pour épargner d'autres cibles. Mais il fait des analyses sur la Chine, et on sait que la Chine gagne en influence aussi dans les pays occidentaux, avec cette sorte de modèle totalitaire chinois qui vient déborder chez nous. On l'a vu avec le Covid, hein, et qui est ce qu'il y a là derrière, c'est le nivellement total de l'individu, quoi. C'est le primat du collectif, voilà, le primat du collectif. Et ce primat du collectif, c'est ça que Carvalho attaque en permanence en défendant l'individu et l'intelligence individuelle. Il dit que la seule intelligence, il n'y a pas d'intelligence en fait en dehors de l'individu. C'est pour ça qu'il a parlé de l'imbécile collectif, je crois. Tout à fait. Et ben, c'est un point justement qu'on va développer plus ensuite dans la critique de la science moderne, en revenant aussi sur qu'est-ce que questionner, qu'est-ce que penser, qu'est-ce que le sens de la réalité. Il y a énormément de choses à aborder, bien sûr, selon la vision d'Olavo du Carvalho. Hein, ce sont des concepts qui sont analysés, qui sont croisés par Olavo du Carvalho de façon brillante. Donc voilà peut-être pour notre introduction sur Olavo du Carvalho. Et sur d'autres points plus pointus, on reviendra dans d'autres vidéos. Peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose à nouveau, François. Bah oui, avec grand plaisir pour continuer cette investigation. Il y a énormément de choses à dire. Donc là, on est attaqué par une présentation du parcours et du personnage de Carvalho pour que les gens saisissent l'intérêt, je crois aussi, de se pencher sur cette œuvre qui déjà nous élève intellectuellement par l'ampleur de ses connaissances et l'acuité de ses raisonnements, et puis cette combativité politique qui en résulte. Hein. Et en effet, donc voilà, j'ai hâte de faire aussi cette deuxième émission, et on y consacrera, si tu es d'accord, éventuellement trois quarts d'heure, 1 heure entier. À savoir la critique de la science, hein, et n'allez pas vous imaginer que c'est un chapitre à part, tout est lié en fait, et vous verrez que si Carvalho attaque la science moderne, et l'attaque frontalement, hein, c'est vraiment on peut dire une critique de la science tout court, parce qu'en fait ce qu'on appelle la science, c'est la science moderne.
celle qui naît au XVIe, XVIIe siècle. Et qu'en fait, sa critique de la science est liée à sa critique du projet communiste totalitaire. Voilà. Et ça, je crois que c'est une thèse fondamentale de Carvalho. Mais c'est même pas, enfin, c'est une thèse, mais c'est aussi, moi, je dirais, c'est une compréhension des choses, quoi. Si on entre dans cette compréhension, et si on arrive à entrer vraiment dans la compréhension des choses par l'histoire de la pensée, enfin, en s'instruisant, voilà, en cherchant à comprendre, en évaluant, enfin, en cherchant aussi à se familiariser soi-même avec des thématiques qui peuvent paraître éloignées, hein, comme comme la révolution scientifique au XVIIe siècle, etc. Si on se penche vraiment sur ces questions-là et qu'on tisse les liens, voilà, par exemple en écoutant Olavo de Carvalho, on comprend que tout ça participe d'un même projet de subversion, et notamment de subversion par le mensonge. Voilà, ça c'est aussi, si je vais terminer là-dessus, voilà, il y a ce mot de mensonge. Voilà, je tombais récemment sur un texte de Carvalho qui disait le monde moderne ne pourra pas durer voilà, éternellement parce que c'est pas possible qu'un monde qui est fondé essentiellement sur le mensonge puisse perdurer. Voilà. Et on essaiera d'expliquer ça, voilà, en quoi le monde moderne est foncièrement mensonger et fondé sur le mensonge, très au-delà de ce que s'imaginent beaucoup, et même des gens qui se disent complotistes. Hein, ouais. Voilà, l'ampleur du mensonge est phénoménale, et Carvalho est là pour nous aider aussi à comprendre ça et à rétablir la vérité. Eh bien, belle conclusion. À la prochaine. Merci à tous. Merci Merci François. Antoine, à bientôt, et merci aux Merci. auditeurs. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut.